Vous écoutez un podcast Galaxy Pop. Galaxy Pop. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Gazette du Souffle, les petites allumettes. Je suis Roland et nous sommes également avec Corée. Corée, comment vas-tu ce soir ? Eh bien ça va, ça sent le soufre, et toi comment tu sens ? Ah bah là on va sentir le soufre ce soir. Alors, quand même, petit spoiler, on a eu quelques retours des auditeurs qui nous ont dit oui, vous parlez de petits épisodes entre les dossiers, les gazettes, c'est des petits épisodes. Heureusement, qu'est-ce que ça serait si c'était des grands épisodes ? Qu'est-ce que vous voulez ? C'est quand même pas de notre faute si l'actualité est tellement dense en polémique en tout genre. Et ce mois-ci ne va pas faire exception en la matière, c'est un truc de dingo. Tous les jours, on avait une nouvelle polémique qui tombait. On a dû trier, on ne vous cache pas qu'on n'a pas tout sélectionné. On a essayé de faire des petits sujets qu'on balancera en premier, histoire de se mettre en bouche, entre guillemets. Et puis, on arrivera dans les dossiers un petit peu plus gros pour la fin de l'émission. Bienvenue dans la Gazette. Bienvenue dans la Gazette. D'ailleurs, Corée, avant de nous lancer dans un nouveau sujet, on va faire un petit retour sur un sujet qu'on avait lancé sur la première Gazette du Souffle, puisqu'on a eu quelques retours et tu voulais nous reparler de Trolls et légendes, l'histoire de la polémique sur l'affiche du festival. Sur l'affiche, oui. Le festival est passé, on a pu échanger avec quelques-uns de nos auditeurs qui nous ont donné leur avis. Alors, dis-nous tout, Corée, qu'est-ce qui se passe encore avec Trolls et légendes ? Bah oui, mais tu sais, des fois on raconte des trucs dans la soufrière et on n'a pas toutes les réponses, il faut savoir l'admettre. Toi et moi, on bloquait un petit peu sur ce sujet à la fin, en se disant il nous manque quelque chose. Et c'est pour ça que j'avais lancé cet appel sur la polémique de Trolls et légendes, en disant je pense que je loupe quelque chose et il va falloir que l'on m'aide. C'était quoi cette polémique sur Trolls et légendes ? Tu t'en souviens, toi ? Oui, c'était la polémique sur l'affiche du festival qui représentait une femme assez dénudée et qui faisait polémique justement parce que affiche sexiste, parce que toujours des bonnes femmes à poil sur les affiches, parce que ceci, parce que cela. Voilà. Et donc, pour rappel, ça représentait le personnage d'Alaïnéa, la succube issue de la BD Les Chroniques de la Lune Noire. Après, on s'est rendu compte qu'au final, c'était pas non plus une illustration originale de l'illustrateur, puisqu'il en avait recyclé une autre. Figure-toi que j'ai eu des retours. On avait sorti, j'avais plutôt dit, oui, mais en même temps, l'association n'avait pas fait de cahier des charges pour l'illustrateur, ce qui était possible, tu vois. Et en fait, certes, même si l'association Trolls et légendes n'avait pas fait de cahier des charges, en fait, c'est elle qui quand même autorise cette illustration ou pas à être diffusée. Donc, c'est vrai, et effectivement, on n'y avait pas pensé à chaud. Et ensuite et surtout, quelque chose, lorsqu'on voit l'affiche, en fait, toi et moi, on connaît au moins de nom les Chroniques de la Lune Noire, donc on sait à quoi on a affaire, mais les deux personnes qui m'avaient contacté m'avaient dit mais nous on ne connaît pas du tout, donc qu'est-ce qu'on voit frontalement ? On voit une illustration d'une femme qui est au moins à moitié dénudée. Donc quand tu connais pas trop les légendes et quand tu connais pas les Chroniques de la Lune Noire, ça peut paraître un peu frontal, effectivement, je le conçois aussi. Et enfin, pour conclure, j'avais terminé en disant, dans le doute, posez-vous la question de est-ce que vous auriez fait la même chose avec un homme ? Donc, est-ce que pour attirer les gens dans le podcast, je dois mettre une photo de Roland à moitié dénudé en vignette ? C'est moi qui fais les vignettes, donc il y a peu de chance. Oui, écoute, c'est toi l'homme, donc à un moment donné, il va falloir... On mettra une photo de Daniel Craig qui sort de la mer, c'est pareil. Non, tu n'auras pas Daniel Craig, c'est toi personnellement, point. Et on verra pas la différence. Je pense que si. Pas grave. Allez, bim.
Et donc, j'avais pas vu ce point non plus, c'est-à-dire que visuellement, depuis les débuts des arts, on représente depuis assez longtemps la nudité d'une femme pour la sexualiser et pas forcément celle d'un homme. Et en fait, ça s'est tellement imprimé dans nos esprits que lorsque tu affiches une femme nue, que lorsque tu affiches un homme nu, c'est pas toujours les mêmes interprétations que l'on peut faire. Donc c'était aussi très très intéressant de voir cet argument. Pour conclure quand même sur cette affiche, il est quand même apparu que le festival n'en a pas pâti puisque les entrées ont tout de même été en hausse cette année. C'est ce que tu m'avais fait comme retour, Roland. Ouais, je sais plus, à plus 15 ou à plus 18 en fréquentation, donc c'est sûr que la polémique a été... Et puis finalement, ça s'est passé très vite, quoi. On en a beaucoup entendu parler, en groupé sur quelques jours, et puis après on n'en a plus entendu parler du tout, et visiblement il n'y a pas eu de problème lors du festival, la fréquentation a été en hausse. Alors je ne sais pas si c'est grâce à la polémique, je ne pense pas que ça ait joué, plus la météo Non, à mon avis, mais dans tous les cas, ça n'a pas refréné les visiteurs. Alors peut-être que certains ont fait le choix de ne pas y aller à cause de ça, hein, c'est possible, mais en tout cas ça Sûrement. semblerait être une minorité et qui a été largement compensée par la hausse de la fréquentation, ce qui me fait dire que finalement le festival n'avait peut-être pas tort sur ce coup-là. Je pense pas. C'est pas la question de qu'il ait tort ou pas. Je pense que par contre, ce serait bien qu'il ait un terrain de réflexion pour l'association de Trolls et Légendes pour savoir justement dans quelles conditions ils vont faire leurs affiches ou pas. Après, c'est eux que ça regarde, tu vois. Bah, ça sera intéressant de voir les affiches des prochaines éditions. Après, un chat échaudé craint l'eau froide, pardon. Donc, chat échaudé craint l'eau froide. Donc, je pense, on verra. Soit ils en auront rien à faire et ils repartiront de la même façon, soit ils seront peut-être un petit peu plus attentifs pour pas retomber dans des polémiques et dans ces travers. Ouais. C'est ça. Donc, à voir pour l'année prochaine. Après, la question, c'est est-ce qu'on doit s'écraser aussi devant la polémique et est-ce qu'on doit aussi systématiquement prendre ça en compte quand on fait une production artistique? Est-ce que ça doit rentrer en ligne de compte? J'ai pas la réponse, mais c'est une question que On je me n'a pas pose. la réponse, franchement. Mais Voilà. est-ce qu'on doit prendre ça en ligne de compte? Est-ce qu'il faut s'auto-censurer dans la réalisation de ce qu'on peut proposer en vis-à-vis de la réaction du public? Alors, je parle pas de trucs avec des gros sabots ultra racistes ou caricaturaux, bien sûr, mais c'est une réflexion intéressante. Non, et par contre, ça aurait été peut-être intéressant d'avoir une mise en contexte de l'affiche, tu vois? Oui, c'est ce qu'on Juste avait ça. soumis, ouais. Ce qu'on avait souligné. Bon, on revient sur nos pattes, hein, de toute façon, Ouais, on revient sur nos pattes. ce Après, truc. voilà, les personnes qui ne connaissent pas Trolls et Légendes, qui ne connaissent pas le personnage de la succube, ils sont peut-être pas non plus le public du festival. Voilà, donc, mais c'était quand même des terrains de réflexion intéressants. Donc, et puis j'aime bien montrer aussi que parfois on nous fait des retours et qu'on vous écoute. Et, Et merci pour vos retours. et surtout, merci pour vos retours. Parce que ça nous aide à construire la réflexion. Peut-être que ça ne nous servira plus jamais. Peut-être que dans 2 allumettes, il y aura un sujet encore beaucoup plus important avec ces arguments-là. Et nous, ça nous permet justement de faire une gazette qui est assez fournie et assez réfléchie. Une grosse gazette, quoi. Une grosse gazette, parce qu'il paraît qu'on ne sait pas faire des petites. Alors je rappelle que tu n'as pas été, toi, à Trolls et Légendes, puisque tu as préféré aller te faire attacher un lampadaire à Podren ce week-end-là. Et Exactement. Que tu as, voilà. C'est pas à cause de la Non. polémique, mais tu avais d'autres choses de prévues. Non, j'ai servi de poteau de protestation à Gagago et non, je me suis pas attachée pour protester contre Trolls et Légendes à Rennes, ce qui aurait été complètement... Voilà, mais toi, je pense que tu as dû regretter de ne pas être là ou au moins tu t'es bien marré devant ton téléphone ce soir-là. Un jour, peut-être, j'irai à Podren. Mais c'est très loin de chez moi, donc ça serait plus près. Peut-être que j'y serais venu, mais je suis content. Je vois que ceux qui ont été s'y sont bien amusés et j'étais content pour vous. Jouer avec les allumettes, ça c'est votre affaire. Mais pas dans une pièce pleine de gaz. C'est non seulement dangereux, c'est stupide. Je crois que vous feriez bien de rentrer, de vous mettre au lit et de réfléchir sérieusement à la question. Corée, moi, je voulais te proposer pour commencer un petit sujet aussi, avant de rentrer dans les trucs un peu plus lourds, un petit sujet léger, plus pour la blague que la polémique, encore que.
Il y a quelques semaines, j'étais chez Emmaüs en train d'essayer de trouver le livre du prochain dossier de la soufrière, Oui. que je n'ai pas trouvé, et je passe devant le rayon biographie. Et qui dit biographie dans ma tête dit Corée. Qu'est-ce que je fais ? Je fais une photo du rayon biographie et je te l'envoie. Corée, les biographies, je te ramène quoi ? Et là, je tombe sur une autobiographie qui a l'air, mais alors, extraordinaire. L'autobiographie de Patrick Sébastien. Je prends la photo et je l'envoie à Corée. Corée, est-ce que tu veux que je te ramène l'autobiographie de Patoche ? Figure-toi qu'il paraît qu'il a écrit une chanson qui fait polémique récemment. Et là, réponse de Corée, non, suivi d'un emoji de chat qui fait la tête. Même pas en rêve. Bon. Parce que oui, au-delà de la blague et au refus de Corée de lire la biographie de notre Patrick Sébastien national, il se trouve que Patoche vient de sortir une chanson où il parle de son ancienne patronne de France Télévisions, Delphine Ernotte. Et on peut dire qu'il n'a pas digéré de cette fait virée de France Télé. Dans cette chanson aux paroles assez fleuries, Patrick explique que si Delphine avait eu la choix de coucher avec lui, elle ne l'aurait pas exclu de France Télévisions. Alors Corée, est-ce qu'on va retrouver cette chanson sur ta playlist de l'été ? Non. Non mais Corée, franchement, Non. tu te rends pas compte. Non. Voilà, pour faire un Je petit me rends lien pas avec compte. nos précédents épisodes, tu ne te rends pas compte de ce qu'a loupé Delphine, de la belle proposition que lui a fait Patrick. Oh là Eh là bien, là. je t'ouvre mon lexicoré encore une fois et je te dis, mais pauvre bébou, franchement, ce pauvre Patoche. Mais non, il mérite bien de s'être fait virer et j'espère qu'il n'aura pas gagné quelques piécettes avec son autobiographie et sa chanson. Non mais Corée, tu ne te rends pas compte de tout ce que Patoche peut faire avec son petit bonhomme en mousse. Enfin, bref. Non, je ne veux pas savoir ce qu'il veut faire avec ça. Que son petit bonhomme en mousse reste chez lui. Eh oui, oui. Alors oui, la chanson, c'est du Patrick Sébastien dans le texte. C'est beauf, c'est mufle, la musique est naze. Mais je trouve quand même ça tellement jubilatoire de régler ses comptes en musique que je lui pardonne. Et si Patrick ne partagera probablement pas ton barbecue de l'été, je lui laisse quand même une place au mien, à condition cependant qu'il garde son pantalon et que le petit bonhomme en mousse reste dans le slip. Putain, j'espère qu'on va pas avoir la petite chanson du bonhomme en mousse tout le long de cette gazette. Si, je l'ai déjà. Non, j'aime bien l'idée de régler ses comptes en musique. Ça, par contre, c'est un truc que je trouve très sympa. Les groupes de rap le font entre la côte ouest, la côte est, et je trouve quand même que l'idée est bonne, même si la chanson n'est pas terrible et que je reconnais que ça manque quand même de tact. De plein de choses, c'est Patrick Sébastien. Mais n'empêche que Delphine a porté plainte contre Patrick et que ça a fait le petit buzz et que les gens ont entendu parler de cette chanson à cause de ça. Et c'est vrai que je pense que s'il n'y avait pas eu tout ce petit buzz autour de cette mauvaise chanson, eh ben on n'en aurait pas entendu parler, donc ça lui a quand même fait un petit peu de pub. La preuve, il se retrouve dans notre gazette, c'est dire. Qui aurait cru que Patrick Sébastien serait un jour dans la soufrière ? Qui aurait cru que tu allais m'envoyer un jour une photo d'une autobiographie de Patrick Sébastien ? Alors, je ne l'ai pas pris, hein, rassure-toi. Link, c'est vilain, c'est très mal. Ne touche pas aux allumettes, c'est vilain. C'est mal, Link, mal. Je referme le dossier Patoche. J'avais une autre petite actu à te soumettre. Alors, c'est quelque chose qui devait aller très vite au départ. C'était pas un coup de gueule, c'était pas une polémique. Malheureusement, force est de constater que ça commence à le devenir et ça m'énerve un petit peu. Moi, ce que je voulais te parler au départ, c'est qu'on avait appris dernièrement que Gilbert Joseph, la librairie, demandait son placement en redressement judiciaire, puisque la célèbre enseigne de librairie indépendante a du mal à passer la crise du livre qui frappe de nombreux établissements, et elle n'est pas seule dans la tourmente, puisqu'on a appris il y a quelques jours des difficultés similaires pour des citres, qui est également le propriétaire des Furets du Nord, qui sont aussi dans une situation très compliquée. Et je rajoute une pierre à l'édifice, puisqu'on a appris également que Rakuten France risquait de disparaître cette année si un repreneur n'était pas trouvé. Alors pour moi, ça fait quand même beaucoup, puisque justement, c'est via Rakuten que je commande 80% de mes livres en neuf et d'occasion, notamment chez Gibert, des citres, Furets du Nord et les différentes filiales. Alors ça m'a quand même mis un petit coup derrière la tête, et j'aurais pu vous finir cette chronique en disant « Il y a une crise du livre, n'achetez pas sur Amazon, pensez à vos libraires », sauf que, et là ça m'énerve, il y a une petite musique qui commence à monter dans les médias, et qui voudrait nous faire croire que le coupable de cette crise, ça serait le marché du livre de l'occasion. Ah, c'est pas le jeu vidéo ? C'est pas le jeu vidéo, hein. Pour une fois, le responsable, c'est pas le jeu vidéo. Encore que. Quoique. Enfin, les jeunes ne lisent plus, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Oh Enfin, là en tout là. cas, si le marché du neuf est en repli, celui de l'occasion, lui, explose, et aujourd'hui, on dit qu'un livre sur 5 est acheté en seconde main.
Il y a quelques mois, je ne sais pas si tu te rappelles, Emmanuel Macron avait soumis l'idée de mettre une taxe sur la vente des livres d'occasion, mais le projet était tombé à l'eau, on n'en a plus entendu parler. Mais j'ai revu passer là des articles récents suite à cette crise qui expliquent que oui, le livre d'occasion, c'est de l'argent en moins pour les auteurs et les libraires. Bon, alors force est de constater encore une fois que d'après moi, on tire sur le mauvais cheval. D'abord parce que si le livre d'occasion est d'occasion, c'est que l'auteur a déjà été rémunéré, comme c'est le cas quand vous achetez un film ou quand vous achetez n'importe quel bien de consommation courante. Il ne me viendrait pas l'idée de dire, tiens, je vais revendre ma Renault achetée il y a 5 ans, mince, Renault ne va absolument pas toucher d'argent sur la revente de ma voiture d'occasion. Bon, à un moment donné, faut pas déconner. Moi, je pense qu'on pourrait peut-être chercher les réponses à cette crise du livre, peut-être du côté des prix, qui n'ont cessé d'augmenter ces dernières années. Encore aujourd'hui, cette semaine, j'ai vu Glénat encore qui annonçait des hausses sur certains de ses titres. Donc le coût des matières premières augmente certes, mais il y a probablement eu aussi un petit effet d'aubaine. On pourrait aussi se questionner sur les nombreux intermédiaires du monde du livre qui font grimper les prix et grignotent les parts du gâteau. On aurait pu aussi, pourquoi pas dans les cas qu'on en a cité tout à l'heure, évoquer peut-être des mauvaises gestions des boîtes qui n'ont pas su gérer correctement ou qui ont fait des investissements qui n'ont pas été des bonnes idées. On peut aussi parler peut-être, je ne sais pas moi, de la crise actuelle avec le pétrole qui grimpe, le plein d'essence qui coûte de plus en plus cher et les gens qui doivent se serrer la ceinture, et peut-être que les livres ne sont pas forcément non plus une priorité. On avait également évoqué dans la dernière gazette l'auto-édition en dématérialisé, en montrant que certains auteurs gagnent parfois des revenus bien plus importants avec des ventes en auto-édition numérique sur Amazon par exemple qu'avec la distribution des livres papier. On notera également que de plus en plus d'auteurs se passent des maisons d'édition lorsque leur fanbase devient suffisamment importante pour partir en freelance avec une grosse partie des ventes réalisées en direct ou via des financements participatifs. Alors quand je dis ça, j'ai en tête, moi je suis l'auteur de Maliki Souillon qui était parti en auto-édition et qui avait quitté Ankama, mais je pense aussi à quelque chose qui causera peut-être un petit peu plus aux gens avec Mortel Adèle, la bande dessinée qui avait eu un grand succès aussi, bande dessinée, pas que bande dessinée d'ailleurs, roman je crois, et qui avait décidé de quitter la maison d'édition qu'il estimait mal rémunérée pour son travail, et ils étaient partis je crois qu'ils avaient rouvert une maison d'édition à eux justement pour revendre leur propre proposition. Ouais, il n'y avait pas une adaptation film aussi? Sur Mortel Adèle, c'est possible, il y a eu plein de trucs, il y a eu des chansons avec Aldebert, il y a eu plein de... Oui, puis il y a eu des dessins animés. Alors je t'avoue que je suis pas trop Mortel Adèle, mais j'avais en tête cette histoire d'effectivement des auteurs qui avaient décidé de reprendre les rênes de leur avenir et qui s'étaient affranchis de leur maison d'édition. Il y a peut-être aussi un autre point qu'on pourrait noter, on pourrait peut-être parler aussi de la loi sur la vente des livres en ligne qui impose maintenant, merci Macron, un minimum de 35 € pour bénéficier des frais de port. On parlait alors de loi anti-Amazon. Alors, de ma propre expérience d'acheteur, alors qui n'est peut-être pas l'expérience majoritaire, mais en tout cas, moi je me suis rendu compte que maintenant, je me forçais à mettre plus de choses dans mon panier quand j'achetais en ligne pour atteindre le franco, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand avant j'achetais un livre à la Fnac que je me faisais livrer chez moi, maintenant j'en achète 5 pour pas payer les frais de port, donc c'est 4 livres que j'achète pas chez mon libraire. Donc voilà, ce genre de petites choses qui sont peut-être aussi responsables en partie de la crise des librairies. On pourrait également peut-être chercher l'explication dans la surabondance des titres, qui restent parfois moins de 2 semaines en rayon, puisque déjà ceux-ci ne sont pas extensibles, et qu'il y a de moins en moins enfin il n'y a pas de moins en moins de place, mais il y a de plus en plus de livres à mettre dans les rayons, et que déjà on peut pas tout montrer, donc il y a un turnover très important aussi dans les librairies, et c'est compliqué de vendre un livre, et donc il y a beaucoup de retours aussi. Donc tout ça fait que le livre est en crise, mais pourquoi, bon sang, aller taper sur le marché de l'occasion ? Je pense qu'on a échappé de peu à la mise au banc des bibliothèques qui, au sacrilège, ne rémunèrent qu'une seule fois l'auteur lorsqu'ils achètent le livre qui passe de main en main. Non, l'occasion permet l'accès à la culture à moindre coût. Alors que le prix des livres ne cesse d'augmenter, acheter un livre peut aujourd'hui s'apparenter pour certains à un achat de luxe. Mais on préfère taper sur l'occasion, accusé de tuer les libraires. Pourtant, on peut noter par exemple que Gilbert Joseph a depuis longtemps mis un doigt dans l'occasion, et cela ne l'a pas pour autant sauvé de ses difficultés. Rakuten France, dont on évoquait la situation délicate tout à l'heure, est également présente sur le marché du neuf comme de l'occasion, et on voit bien que l'équilibre financier des acteurs de l'occasion reste précaire et qu'ils ne roulent pas sur l'or, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Dans ma ville, par exemple, le dernier cash express a fermé depuis pas mal d'années, et je n'ai plus aucun cash par chez moi, donc ce qui est bien triste, sans doute. Je suis triste, certes, que ces enseignes soient sur la sellette, mais, encore une fois, ne faisons pas de l'occasion la cause du désordre.
Finalement, j'ai envie de te dire, si le marché de l'occasion était si attirant que ça, pourquoi les librairies ne se mettraient-elles pas plus facilement à faire de l'occasion aussi à leur tour? Et puis, un dernier point, quelque chose qui m'énerve aussi, aujourd'hui on parle d'écologie, on parle au sacrilège de livres qui partent au pilon. Taxer l'occasion, taxer la seconde main, c'est quelque part mettre aussi un frein au recyclage, c'est mettre des verrous et des taxes supplémentaires sur un marché qui est en pleine expansion et qui prouve que justement on peut lutter contre la surconsommation en recyclant les biens. Et en taxant les livres d'occasion, eh bien, quelque part, c'est pour favoriser l'achat du neuf, c'est dire quoi? C'est dire continuons à produire et puis tant pis pour le recyclage. Et je finirai en disant que pour moi, taxer l'occasion, c'est également, pourquoi pas, pousser le consommateur vers le piratage des livres ou vers les écrans Netflix et autres plateformes. Ne soyons pas tristes que les Français lisent, que ce soit en neuf ou en occasion. La culture, c'est important et il ne faut pas taxer son accès. Et dites-vous bien que tout livre que vous pourrez trouver en occasion a un jour été un livre neuf. Voilà ce que j'avais à dire sur le sujet. Est-ce que tu veux compléter ma pensée, Corée? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que Je pas suis du tout à fait d'accord avec toi dans le sens où pour moi c'est de l'esbrouf en fait ce que fait le président dans le sens où il veut éloigner c'est le même argumentaire que pour le jeu vidéo. Il veut pointer du doigt un truc pour justement cacher le fait que en ce moment l'économie du pays va mal, on va pas se cacher, les prix augmentent, pas les salaires, il y a un taux de chômage qui est assez important, les gens ont du mal à trouver du boulot et ils sont en train de nous faire nous faire culpabiliser aussi du fait de trouver du boulot ou pas de trouver du boulot. Le pouvoir d'achat moyen des Français est beaucoup plus bas qu'il y a 5-6 ans, on va pas se mentir. Et le problème étant que si tu as un gouvernement qui n'investit pas dans la culture, eh bien, il vaut mieux dire que c'est par exemple l'occasion qui fait que c'est pour ça que les gens lisent moins. Si les gens lisent moins, c'est pas une question de vendre des livres d'occasion ou pas, ou des écrans ou pas, c'est juste que le coût de la vie est dur. Et surtout, quand tu répètes à des gens sans arrêt qu'ils sont stupides parce que ils lisent pas, parce que machin, et en fait, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas lire. C'est ça. S'ils n'ont pas les moyens d'acheter des livres, alors oui, il y a toujours les bibliothèques et tout, mais bon, déjà, on n'a pas forcément un accès à la bibliothèque qui est égal sur tout le territoire. Et nous, par exemple, qui sommes des gros consommateurs de livres, si on devait tout acheter en neuf, ce serait la ruine. On mangerait des pâtes tous les jours. Même pas en fait. Mais tu vois, il y a des choses que limite on peut réclamer depuis des années. C'est par exemple et qui se fait dans certains pays anglophones, c'est que quand tu achètes un livre physique, tu peux avoir un QR code pour avoir la version numérique. Tu vois, par exemple. Et ça c'est pareil. C'est des choses qui font que... Enfin, ce sont des choses qui pourraient être mises en place... justement pour contrer cet effet de pas beaucoup d'achats de livres physiques. Mais en même temps, je suis désolée, mais la plupart des maisons des gens sont de plus en plus petites quand ils ont une maison. Les budgets aussi. À un moment donné, les dépenses, elles vont à des postes qui sont nécessaires pour leur survie. Donc, genre se chauffer, s'habiller et manger. On cramera nos vieux livres, puisque c'est plus intéressant de les vendre d'occasion pour se chauffer. Qu'est-ce que tu veux? Plutôt que de les mettre au pilon. Enfin, voilà. Non, mais et puis un dernier point aussi, moi je vois que l'occasion me permet d'acquérir des livres qu'on ne trouve plus en neuf aussi, tout simplement, quoi. Mais donc, oui, tellement. Des livres qui sont plus disponibles du tout, ou qui n'ont pas eu un grand succès, ou qui ont été tirés à peu d'exemplaires, que tu trouves plus du tout sur le marché du neuf, et heureusement qu'on a ce marché de la seconde main pour arriver à retrouver des pépites ou des titres qu'on ne trouve plus en neuf. Et puis pour moi, quand tu vas chercher un livre neuf, tu y vas pour chercher un titre ou pour aller à ta librairie, pour les gens qui vont en librairie, pour discuter avec ton libraire, etc., etc. Alors que la recherche d'un livre d'occasion, c'est totalement différent. Là, tu vas à l'aveugle. C'est l'aventure. Oui, on tombe sur des autobiographies de Patrick Sébastien, c'est incroyable. Ah bah oui, mais ça crée des liens.
Enfin, je suis pas sûre hein, sur ce coup-là, mais bon. Mais c'est pareil, tu vois. Enfin, des fois, je trouve des titres que jamais j'aurais pensé trouver, que j'adore aller, moi, en ressourcerie. À Lille, il y a ce qu'on appelle la bourse aux livres, qui est autant sur la Grande Place. C'est génial. J'y ai passé un temps infini quand j'étais étudiante, et même encore maintenant, j'y repasse. Et on trouve toujours des choses. Et c'est pas des choses qui sont actuelles, mais qui sont absolument géniales. Il y a des exemplaires de ma bibliothèque qui sont des vieux livres issus de ressourceries ou de magasins d'occasion. Et c'est très bien. Tu vois, là, pour la fête des mères, mon fils m'a offert un livre d'occasion. Et je suis tellement heureuse qu'il ait trouvé parce que jamais je n'aurais pensé à l'acheter. Il n'est plus édité maintenant. Ne joue pas avec les allumettes. Polly, immédiatement, Polly! Alors, Corée, je voudrais quand même rebondir sur un truc que tu as dit tout à l'heure, parce que je pense que tu as dit quelque chose que tu ne pensais pas. Tu as dit que le gouvernement n'investissait plus dans la culture. Par contre, le sujet que tu vas nous présenter va nous dire le contraire. Ouais, bien sûr, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Il est taquin, le Roland. Il est taquin, le Roland. Attention que j'arrive. Bon, on continue par des créations faites par IA, parce que j'ai l'impression qu'on a tiré l'abonnement spécial dans la Gazette du Soufre. Oui, on avait parlé d'Arlequin, des traducteurs, et la fin de la traduction classique au profit de traductions réalisées par IA, avec juste un relecteur derrière. Ouais, tout à fait, oui. Voilà. Et comme l'IA, tu sais... on va en bouffer, je pense, ces prochaines années. Ah bah là, on va en bouffer. Hein. Est-ce que tu savais maintenant qu'on pouvait créer des pièces de théâtre grâce à l'intelligence artificielle ? Ça m'étonne pas. Ça t'étonne pas. Hein. Là, la petite histoire, entre guillemets, on vient d'avoir via la Sorbonne, qui a eu des financements pour créer L'Astrologue ou les Faux Présages, qui est une pièce écrite à la manière de Molière et en vieux français, avec l'aide de l'intelligence artificielle. Elle a été présentée le 5 et 6 mai à l'Opéra Royal du Château de Versailles. Et le sachais-tu, ça fait 3 ans qu'ils préparent ce truc. C'est du travail quand même, 3 ans C'est pour du de l'IA, travail, hein. C'est oui, pas juste on rentre un petit prompt et puis ça sort tout de suite, quoi. C'est pas ton petit prompt à ChatGPT pour avoir la recette du curry version Naruto, tu vois. Bon bref, comment que ça s'est fait ? Ils ont pris l'IA de la start-up Mistral. Je sais pas si tu la connais, la start-up Mistral. Ah bah oui, évidemment, c'est notre fleuron national de l'IA. Mistral gagnant, quoi. Lol. Ouais. Qui est la plus performante apparemment, d'après ce que m'a dit l'article, au niveau européen. Et ils l'ont nourri, ils l'ont gavé des œuvres de Molière pour justement qu'elle puisse ensuite générer une pièce de théâtre. Ensuite, ils ont soumis ce texte à plusieurs personnes, donc Coraline Renaud, qui est doctorante en littérature, et Michael Bouffard, qui est metteur en scène et directeur du théâtre Molière Sorbonne. Et donc, ils ont fait une troupe fondée en 2017 pour faire revivre les techniques théâtrales et scéniques du XVIIe siècle, composées d'étudiants et d'ex-étudiants. Donc, ça va entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est sur de la recherche historique. Comment Molière fabriquait ses pièces ? Et bien, il a tapé un prompt à Mistral. Enfin, bon, bref. Est-ce que vous pensez qu'ils ont juste tapé le prompt et hop, ça nous a pondu la pièce ? Non, il a fallu 20 000 allers-retours entre l'IA et les différents intervenants pour ensuite faire une pièce de théâtre. Je ne sais pas quel est le bilan écologique de cette recherche, mais j'ai même pas envie de le calculer. Oui, ça, c'est sûr. Et ça ne s'est pas arrêté là, puisque l'IA a ensuite aidé pour la génération des décors, qui ont ensuite été fabriqués par des humains, mais ensuite pour l'armature des partitions, donc savoir exactement comment on joue. Et ensuite, ça a été retravaillé aussi par des professionnels. Pareil pour des costumes, elle a plus ou moins fait le moodboard du costume, et ça a été fait à la main par des personnes. Alors, intellectuellement, je l'entends. Pourquoi pas se faire aider par une intelligence artificielle pour recréer une autre œuvre inspirée du passé ? Ça peut être une très bonne étude de cas pour essayer de retrouver comment écrivait Molière.
Je repartirai du même principe, c'est dans ces cas-là, pourquoi ils n'auraient pas donné le défi à une autre troupe de théâtre pour pouvoir créer la même chose, pour voir quelles sont les différences entre eux, tu vois, une espèce de battle d'historiens, tu vois. Ça aurait été intéressant. Bon, je vais te dire ce qui me dérange. Toujours l'écologie. On rappelle quand même qu'on a eu des épisodes de canicule en mai. Dans ma région, il y a encore eu des subventions pour des data serveurs, donc qui ont peut-être servi pour plus tard à faire ça. Alors qu'on est aussi en épisode de sécheresse. Faut arrêter quand même à un moment donné de croire que les ch'tis, le film Les Ch'tis, c'est la pluie en permanence, tu vois. Secondo, personne n'a envisagé de calculer le temps ni le financement que cela aurait pu de faire ça uniquement avec des historiens de l'art. Parce que tu vois, là on donne le numéro les financements, je te dirai le chiffre après. Mais personne s'est dit, tiens, on va faire en même temps un bilan financier, un devis pour savoir combien ça aurait pris avec des humains. Donc tu vois, on n'a pas le parallèle de ça. Et enfin, tertio, je vais te donner le montant. 1 million d'euros a été investi dans ce projet. 1 million d'euros. Tu vois que la France finance la culture. 1 million d'euros. Sachant que pour une pièce de théâtre, en moyenne, on peut, les organismes financiers peuvent investir en moyenne 40 000 balles dans une pièce de théâtre, ou alors les financements publics, allant jusqu'à 300 000. Donc là, on donne 1 million pour une intelligence artificielle. J'ai envie de dire, il n'y a pas d'autres trucs culturels avec des minorités au hasard qui ne mériteraient pas un tel investissement. Et l'argent gagné dans ce truc-là, les bénéfices qui ont été... est-ce qu'ils ont été reversés aux personnes qui ont bossé dessus? Tu sais, les couturiers là, à la main, et les musiciens et tout le bordel. Ou à des organismes qui militent pour l'écologie, ou pour des intermittents du spectacle qui, du coup, n'ont pas été embauchés pour cette pièce. Je pense pas. Je pense que ça a été des investisseurs privés qui ont mis 1 million et qui vont peut-être empocher des trucs. Je vais quand même un petit peu nuancer ton propos dans le sens, je me permets. Non, mais permets-toi, mais quand même. Tu l'as dit, il y a beaucoup de choses qui ont été créées de la main de l'homme. Les costumes ont été créés par la main de l'homme. Le scénario n'est pas entièrement réalisé par IA. Il y a eu des allers-retours, donc il y a quand même eu un travail avec des gens qui écrivent des pièces pour justement arriver à un résultat qui ressemble à quelque chose. La pièce a été montée avec des intermittents du spectacle pour je suis monter d'accord la que pièce. Les 3/4 du boulot a sûrement été fait pour essayer de dialoguer avec la bête. Mais quelque part, si tu avais monté ce même projet avec juste des humains, est-ce que ça aurait pas fait une économie ? Je pense que c'était pas le but. Là, le but, c'était une expérience C'était quoi ? On a dit que c'était la Sorbonne. À la base, c'est justement une des expériences qui sont liées autour de l'IA, voir jusqu'où ça peut aller et tester un petit peu les limites de l'outil et l'améliorer. Quelque part, et c'est là que je te dis, si tu tiens à faire une expérience scientifique sur ce genre de sujet, il te faut une expérience témoin. L'expérience témoin, c'est l'œuvre de Molière. On a les œuvres de Molière, donc on sait ce que ça donne du temps de Molière, et justement, l'idée, c'est de voir si on arrive à quelque chose qui s'en approche. Non, moi je pense pas. Je pense que il faudrait au moins une étude derrière avec justement avec des historiens de l'art qui te disent quels sont les points qui ont été respectés ou pas. Alors justement, alors moi j'avais entendu un reportage sur France Info quand la pièce est sortie où ils expliquaient pourquoi ils avaient fait ça. Ils expliquaient que on parlait tout à l'heure on a injecté dans l'IA tout ce qu'avait écrit Molière. En fait, c'est un peu plus vaste que ça. Ils ont injecté dans l'IA tout ce que Molière pouvait avoir à disposition pour faire ces pièces. Donc, ils ont injecté du Molière, mais ils ont injecté aussi tous les écrits et tout ce qu'on a encore conservé d'ouvrages, de documents qui sont existants ou qui existaient à l'époque de Molière, qu'il aurait pu avoir à sa disposition pour écrire une pièce. Donc ça a quand même été assez large au niveau de l'apport de données, et ils expliquaient justement que c'était tellement massif qu'aucun homme ne pouvait, on va dire, dans toute sa vie normale, absorber une telle connaissance et ne pouvait prétendre à répondre à un tel apport massif de données. Donc c'est pour ça que l'IA a fait le travail des humains.
Et quand les premiers retours de l'IA sont venus, il y avait par exemple, l'IA proposait, je te dis n'importe quoi, un truc qui semblait aux gens de la Sorbonne anachronique, en disant mais non, l'IA nous propose ça, mais c'est pas possible, ce truc-là n'existait pas du temps de Molière. Et c'est là que les historiens sont entrés en jeu, ils ont quand même fait appel à des historiens, les historiens se sont penchés sur les trucs, ils ont dit bah en fait si, c'est l'IA qui a raison, on pensait que ce truc-là n'existait pas du temps de Molière, mais en fait c'est tout à fait probable que Molière ait pu entendre parler de cet objet ou de cette invention. Oui, ça c'est ça Et dans le l'IA Tiffany. était plus fiable que les scientifiques, enfin que les historiens qui, justement, du fait qu'ils n'aient pas pu emmagasiner toutes ces données, auraient probablement, eux, passé à côté de cet objet, et n'en auraient absolument pas tenu compte dans le cadre de la réécriture d'une pièce, ou même auraient été jusqu'à dire, bah non, c'est faux, quoi. Oui, mais c'est là où je suis pas d'accord, c'est que pourquoi n'avoir pas aussi financé pour le même cas, donc le même thème, tu vois, un groupuscule d'historiens de l'art, et ils communiquent à la fin pour avoir les retours. Parce que là, si tu fais une expérience et que ce sont les personnes qui ont participé à l'expérience qui vont te faire un retour dessus, mais uniquement eux et pas les gens de l'extérieur, là, à ce moment-là, c'est caduque. C'est comme si tu n'avais pas d'expérience témoin. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ça se défend. Tu vois ce que je veux dire ? Ils auraient pu très bien faire, entre guillemets, une battle d'université en prenant une autre université. Je suis sûre qu'il y a d'autres universités qui sont spécialisées dans l'histoire de l'art, en disant, voilà, on donne le même thème, vous prenez le nombre de personnes et de spécialistes que vous voulez, et on voit ce que ça donne. Voilà, et à ce moment-là, on présente les deux pièces, on ne dit pas laquelle a été aidée par l'IA. Oh, un test de Turing à la Molière, dis donc. Ouais. Et là, on voit les différences. Et à ce moment-là, bah, effectivement, c'est un troisième groupe d'historiens qui... non, mais je suis d'accord, okay. mais si tu veux vraiment faire un test scientifique, tu peux pas dire, tiens, c'est comme si il y a une nouvelle invention et qu'on demande au même gars qui a fait l'invention de dire en quoi elle est bien ou en quoi elle est pas bien et en quoi elle est efficace. Le test, il est pas. Les tests de qualité, par exemple, ne sont pas faits par les personnes qui les fabriquent. Bah, là, au niveau du test, c'est le spectateur. Une fois que la pièce est présentée au public, c'est le public qui décide si, d'après lui, c'est on est quand même probant ou pas. On est quand même un mois plus tard et on n'a toujours pas eu de retour. Hein. Les sorties à froid des 2-3 personnes que j'avais entendues à la sortie de la pièce, il y avait du pour et du contre. Oui, il y avait des gens qui disaient « Oh là, c'est vraiment pas mal, c'est bluffant », et d'autres qui disent « Oh là là, c'est plat ». On voit que c'est pas du Molière, donc il y a à boire et à manger, mais je trouve que l'expérience reste intéressante. Non, l'expérience est intéressante, mais si tu veux et faire écologiquement, le truc, mais écologiquement, c'est dingue. Enfin, ça, c'est sûr. Puis je te dis, 1 million, quoi, c'est... Ah mais c'est la recherche. Oui, bah bon, faites la sûr. recherche contre le cancer, sûr. quoi. Bah oui. Financer des librairies indépendantes. Alors ce que je trouvais intéressant, par contre, c'est le biais de dire... On fait pas du Molière, on fait à la Molière. Moi, j'ai un exemple japonais. Il y a un chapitre de Blackjack Love de Tezuka qui a été, avec l'accord des ayants droit, complètement généré par IA. C'est l'IA qui a écrit un chapitre supplémentaire à l'histoire. Alors, je le connais pas, je l'ai pas lu, je sais pas ce que ça donne. Et ça fait très minoritaire, parce que c'est vrai qu'au niveau du monde du manga, justement, les artistes sont plutôt en train de se lever contre l'IA, justement, parce qu'ils sentent bien que ça menace leur travail, mais il y avait eu cette exception-là par les ayants droit de Tezuka qui avaient accepté et qui avaient fait ce chapitre-là supplémentaire. Après, je t'avoue que j'ai pas été voir à quoi ça ressemblait, à voir si c'était bien ou pas, mais je sais que ça avait fait polémique à l'époque, et c'est un premier exemple qu'on peut avoir aussi dans le monde de la bande dessinée, et justement là, en reprenant vraiment le nom de l'auteur, quoi. Figure-toi qu'avec l'IA ne s'est pas arrêtée là. Ça ne s'est pas arrêté là parce qu'il y a eu aussi un film généré par IA en Chine, hein, apparemment, d'après ce que... Fallait bien que ça arrive. Fallait bien que ça arrive, tu vas me dire. Mais bon, et puis, qui n'est pas aussi audacieux qu'un Chinois. Vu qu'en ce moment, ils sont en train de se faire une espèce de compétition d'intelligence artificielle. Je trouve ça... ce serait presque marrant, tu vois. Mais bon, s'il n'y avait pas autant d'implications.
Donc le studio Bona Film Group a obtenu l'autorisation de projeter en salle Sangzingdui, pardonnez mon expression, mon accent, Future Memories, un film d'animation de 90 minutes conçu en partie grâce à des outils d'intelligence artificielle et développé par ByteDance. Que vous dire ? Au moins aux États-Unis, il y a encore des syndicats qui tentent de freiner un peu cette progression, notamment dans l'utilisation des visages contre le consentement des personnes. Ce qui est déjà assez dérangeant dans certains films, comme le dernier Star Wars, le 9, pas gros goût, et aussi le dernier Flash en 2023. Je ne sais pas si tu avais vu ce film. Non, je n'ai pas vu Flash. Non, tu n'avais pas vu Flash, crois-moi, ça avait fait beaucoup de mal parce que il y avait eu des incarnations précédentes de Superman, de Batman, de Supergirl qui apparaissent dans la séquence, mais grâce à l'intelligence artificielle et à la technologie du deepfake, notamment avec Christopher Reeves dans le rôle de Superman. Ah ouais, c'est malaisant ça. Et Helen Slater dans celui de Supergirl. Ou Adam West dans celui de Batman. Et c'était hyper dérangeant en fait dans ce film, mais bon, c'était à l'époque, je t'avais dit, c'était quelle date ? C'était 2023, donc tout le monde était à fond pour tenter des choses. Donc voilà, c'était mon dernier point sur l'IA. L'évolution du cinéma avec l'IA reste quand même assez effrayante. C'est surtout que ça touche au droit à l'image des personnes. Oui, là je suis d'accord avec toi. Parce qu'après l'IA, après moi je suis pas fan de l'IA, mais je suis beaucoup moins réfractaire que certains peuvent l'être sur l'idée. Dans le cinéma, à l'époque, avant l'IA, c'était les effets spéciaux. Moi je me rappelle quand Spawn est sorti, c'était toute la pub, c'était le film. Alors je sais plus si c'était 100% réalisé en effets spéciaux ou avec le plus d'effets spéciaux. Le film est dégueulasse d'ailleurs. Il est absolument dégueulasse. Totalement. Mais c'était la nouveauté, quoi. Il marquait le coup en utilisant les outils de l'époque. Donc que l'IA soit utilisée dans le cinéma ne me choque pas. Après, c'est plus choquant, effectivement, quand on récupère l'image de personnes réelles pour les incruster dans les nouvelles productions. Mais je me rappelle que je te parlais de Spawn, ou même... à l'époque, c'était Final Fantasy aussi, qui avait été un film 100% réalisé sans acteur, avec tout par ordinateur. Et à l'époque, on se posait déjà un peu ce genre de questions. Ouais. Donc aujourd'hui, avec l'IA, ça va très vite, mais je pense qu'il faut aussi savoir utiliser les outils qu'on a à notre disposition. Tu parlais des deepfakes, moi je me rappelle, alors si je dis pas de conneries, je suis pas un grand fan de la saga Star Wars, mais je me rappelle de films qui avaient été retouchés à la fin, où on voyait le fantôme genre de Dark Vador, mais qui avait été rajeuni, ils avaient enlevé le vieux Dark Vador pour remettre le jeune. Mais ça, c'était déjà bien avant l'IA, quoi, donc ça existait déjà un petit peu. Je suis d'accord aussi quand ce soit que par touche, mais tu vois, là, c'est un film entièrement généré, quasiment. Oui. Après, mais pareil, c'est ce qui me choque là-dedans, c'est encore à la rigueur, tu vois, on peut l'utiliser. Bon, je te dis, en dehors, si tu mets de côté le principe de l'exploitation de l'image des personnes et aussi le problème écologique, parce que là, c'est le plus important, en fait. On a quand même une planète qui est un peu en train de cramer. C'est surtout ça qui me pose vraiment problème, en fait, de base. Parce que l'IA n'est qu'un outil. En vrai, l'IA, c'est pas... Tout le monde pense que je déteste l'IA. Les outils sont pas mauvais, c'est ce qu'on en fait. L'outil n'est pas mauvais. L'outil pourrait servir pour détecter des cancers, pour des tonnes de choses, en fait. Tu vois, là, par exemple, ce principe dans la pièce de théâtre où tu parles du syndrome de Tiffany, donc c'est-à-dire des choses qui nous paraissent anachroniques et qui, en fait, ne le sont pas. Ça, oui, ça m'intéresse. Ça m'intéresse d'avoir des trucs scientifiques là-dedans. Mais franchement, voir le visage de Christopher Reeves ou voir un film entièrement généré par l'IA... qu'est-ce que tu veux ? Guérir le cancer ou générer des filles à poil par IA ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a un choix à faire. Enfin, à un moment donné... Il y a un choix à faire, ouais. C'est ça qui me choque, en fait. C'est que quand il y a une nouvelle technologie, tu te dis, bon, on va l'utiliser pour un truc sympa. Enfin, un truc sympa dans le sens qui va améliorer l'humanité. Et non, à chaque fois, c'est toujours, non, on va monter un truc
Par contre, pour des trucs un peu sérieux, genre à la rigueur la pièce de théâtre, tu vois, qui est encore le truc qui pourrait m'intéresser, on n'a pas eu de compte rendu et il n'y a pas eu de financement à fond. Et surtout, après, il n'y a pas de financement pour d'autres projets qui pourraient aussi valoir le coup, enfin, tu vois, ou pour financer des librairies indépendantes plutôt que de les regrouper. Et pour en finir sur l'IA, j'ai entendu cette semaine ou la semaine Ouais. dernière, et c'est pas la première fois que je l'entends. Je crois que c'est Taylor Swift qui a fait déposer sa voix à l'Institut de la propriété intellectuelle, et d'autres acteurs l'avaient fait avant elle, justement pour éviter que des boîtes réutilisent sa voix, la clonent, et elle l'utilise sans son consentement via l'intelligence artificielle. Et tu dis que le monde est dingue, quoi. Tu t'imagines, toi, aller devant le centre des propriétés intellectuelles pour dire bonjour, Je pense qu'il faut que tu déposes ton rire. Je suis pas sûre. Mais t'imagines, si tu te pointes en disant bonjour, je m'appelle Roland, je fais du podcast, je me présente, je m'appelle Roland. Ou tant que je paye, ils s'en Oui, foutent. c'est ça. Je pense qu'on n'a pas fini de parler Non, de on l'IA. n'a pas fini, mais j'aimerais qu'on en parle pour de bonnes raisons. Mais je suis encore une fois sur l'histoire de Molière, là, moi je suis pas fermé au truc, mais il y a juste le côté écologique qui me frise un peu. Et le problème aussi, c'est que c'est pas pour le genre de la pièce de théâtre à la façon de Molière qui pose en plus le plus gros des trucs écologiques. C'est vraiment les questions à la con qu'on puisse poser à ChatGPT, quoi. Ah, j'avoue, moi, quand même, je vais pas te dire que je m'en sers pour la recette des pâtes au curry façon Naruto, hein, mais c'est vrai que c'est quand même un outil. C'est un très bon ne outil. serait-ce dans le travail qui aide bien aussi, quand même. C'est un très bon outil, hein, mais tant que ça me fait cramer la moquette qu'il y a sous le pied, quelque part, j'essaie de l'utiliser le moins possible. Bon, je pense qu'on aura l'occasion, sur d'autres polémiques, de rouvrir le débat. Bien de sûr, l'IA. et surtout, apportez-nous vos précisions si vous vous y connaissez vachement mieux que nous, parce que clairement, on n'est pas des spécialistes non plus. Et Moustache non plus, il vient de me jeter un regard. La peur, tu le remplaces par l'IA. Je te remplacerai jamais par l'IA, mon chat. L'honneur, c'est comme les allumettes, ça ne sert qu'une fois. Allez, Corée, je te propose de passer au sujet suivant qui est aussi un gros morceau. Alors, on va retourner dans le monde du livre et du cinéma. Le 14 avril dernier, on a appris qu'Olivier Nora, patron des éditions Grasset, a été remercié par Hachette. Alors, des dirigeants évincés, il y en a tous les jours, mais ce limogeage a suscité quand même beaucoup de remous dans le monde du livre, et pour cause, il a été perçu par beaucoup comme le choix de son actionnaire principal, à savoir le milliardaire Vincent Bolloré. À l'origine de ce conflit, la volonté d'imposer à Olivier Nora la publication précipitée d'un livre de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, ce qu'aurait refusé de faire Nora. Alors si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ce départ n'est pas resté sans conséquences dans le monde du livre et surtout au sein de la maison d'édition Grasset. La fronde a rapidement pris de l'ampleur et à ce jour, il y a plus de 140 auteurs qui ont annoncé qu'ils allaient quitter la maison d'édition, parmi lesquels des noms assez prestigieux et très connus du grand public comme Virginie Despentes, Frédéric Becbédé, Vanessa Spingora ou encore Bernard-Henri Lévy. Alors cette mobilisation peut surprendre, d'autant plus que ces auteurs ne partagent pas forcément les mêmes sensibilités politiques ou idéologiques. La mobilisation est d'autant plus remarquable parce qu'elle est inédite. Moi, j'ai pas retrouvé trace d'un mouvement d'auteurs comme ça de tous horizons aussi éloignés qui ont fait corps pour quitter leur éditeur. Cela constitue donc un petit événement sans précédent dans l'histoire de l'édition. Donc Grasset aujourd'hui se retrouve vraiment fragilisé, devenant pour ainsi dire la coquille vide que le milliardaire pourra probablement remodeler à son image avec une ligne éditoriale plutôt marquée à droite. Alors, on peut considérer qu'il est libre de faire ce qu'il veut dans les entreprises qu'il possède, mais cela pose quand même la question de la concentration des éditeurs et des chaînes de télévision, de la presse, entre les mains de quelques personnes devenues extrêmement puissantes et disposant d'une force de frappe médiatique considérable. Cette situation est pour moi d'autant plus préoccupante que l'on voit bien apparaître certains projets visant à démanteler l'audiovisuel public pour en favoriser la privatisation avec tous les risques que cela peut impliquer pour la pluralité de l'information et des opinions. Je vous invite à aller vous documenter sur le rapport de la commission d'enquête de Charles Aloncle, qui ne veut pas faire de cadeau à l'audiovisuel public. Alors on pourrait penser qu'il s'agit d'un cas isolé, pourtant Vincent Bolloré n'est pas à son coup d'essai. On sent qu'il ne va pas passer non plus l'été chez Corée à manger du barbecue.
En cherchant des exemples de médias ou d'entreprises dont les forces vives ont quitté le navire à la suite de décisions imposées par leurs propriétaires, j'ai retrouvé plusieurs précédents, et pour la plupart, ils sont tous liés à Vincent Bolloré. Lorsque Bolloré, par exemple, a repris le groupe Canal+, les journalistes d'ITélé ont mené un long bras de fer afin de préserver leur indépendance éditoriale et pour protester contre l'arrivée de Morandini sur leur chaîne, et après des mois de conflit, beaucoup ont fini par quitter la direction. ITélé est aujourd'hui devenu CNews avec l'orientation très à droite qu'on lui connaît. Plus récemment, lors du dernier festival de Cannes, plus de 600 personnalités du monde du cinéma ont signé une tribune dénonçant la volonté de Bolloré de prendre contrôle total du groupe UGC, le groupe des cinémas, et la réaction du président de la direction de Canal+, Maxime Saada, a provoqué une véritable polémique puisqu'il a tout simplement évoqué la possibilité de mettre sur une liste noire les signataires de cette tribune. Alors il est un petit peu revenu sur ses déclarations, mais en réalité pas tant que ça. Il a juste dit qu'il n'existait pas de liste noire, mais que Canal+ réservait le droit de financer ou pas les gens suivant s'ils avaient ou pas écorné l'image du groupe Canal+. Donc en gros, comprenez, si vous avez fait partie de cette tribune, vous risquez de ne plus voir vos films financés par le groupe. Alors lorsqu'on observe ce qui se passe à ITélé, à Grasset ou encore à Canal+, alors Canal+, d'ailleurs on peut trouver plusieurs programmes emblématiques qui ont disparu, comme les Guignols de l'info, et il est compréhensible que le monde du cinéma s'inquiète. Malgré les déclarations qui se veulent plus ou moins rassurantes des dirigeants de Canal+, il y a quand même ces précédents qui commencent à faire beaucoup, et on commence à connaître maintenant la méthode Bolloré. On voit qu'il n'est pas trop dans le compromis et qu'il cherche surtout à imposer ses idées. Autre exemple marquant, par exemple, lorsque C8 a perdu sa fréquence TNT après de multiples avertissements de l'Arcom, la chaîne a notamment choisi de diffuser comme dernier programme d'adieu le film anti-avortement très controversé Unplanned. Et si je parle de Vincent Bolloré, il n'est pas le seul milliardaire à s'intéresser à des groupes de presse ou de télévision. En 2024, il y avait une mobilisation des salariés de Marianne qui avait notamment conduit le milliardaire conservateur Pierre-Édouard Stérin à renoncer à l'achat du groupe dont il comptait faire l'acquisition. Donc la concentration des moyens de communication, d'édition, de télévision, de production cinématographique entre les mains d'un nombre réduit de personnes fortunées soulève donc pas mal de questions. On l'a vu, même si les effets ne sont pas toujours immédiats, nombre de ces médias finissent progressivement par refléter les valeurs de leurs propriétaires. À terme, la pluralité de l'opinion, la diversité des auteurs et la richesse des œuvres risquent d'en pâtir. Et l'exemple de Bolloré montre que même lorsqu'elles sont importantes et visibles, les mobilisations ne suffisent pas toujours à l'arrêter. Dans le cas de Grasset, il semble préférer voir partir toutes les forces vives de l'entreprise plutôt que de renoncer à sa ligne. Ces critiques, d'ailleurs, il les balaie régulièrement, notamment dans ces médias qu'il contrôle, comme le Journal du Dimanche. Nous avons, en tant que consommateurs, un pouvoir de responsabilité, mais il faut reconnaître que c'est devenu extrêmement difficile de boycotter totalement les entreprises appartenant au groupe Bolloré. À force de rachats successifs d'éditeurs, de sociétés indépendantes, il devient compliqué de ne pas soutenir indirectement le groupe à travers nos achats, sauf si vous achetez en occasion. Parmi les groupes d'édition qui appartiennent à Hachette figurent notamment, j'en ai cité quelques-uns, donc il y a Hachette Édition évidemment, Pika, dans le monde du manga, Hatier, le livre de poche, Audiolib, Larousse, Fayard, Grasset, la bibliothèque rose et verte, les éditions Albert René, Brajlon, donc dans son sillage Mangetsu et iComics, Kalman Levy, J.C. Lattès, Stock Marabout, Mille et une nuits, Jean-Jacques Pauvert, et je n'ai cité que les plus connus. Donc c'est dire si aujourd'hui c'est compliqué, lorsque vous achetez un livre, de passer outre les éditions Hachette. Et moi j'avoue que je ne fais pas forcément non plus cette démarche-là lorsque j'achète un livre. Refuser d'acheter un livre dans ces maisons d'édition pourrait aujourd'hui être considéré comme un acte de résistance, mais ça serait aussi faire subir aux auteurs les premières conséquences du boycott. Donc pour ma part, j'avoue qu'avant de réfléchir à cette problématique, je n'avais déjà pas pleinement conscience de la multitude des maisons d'édition qui étaient passées sous la coupe de Bolloré. Je pense que quand on trouve encore une réelle diversité au sein de ces maisons d'édition, la question reste relativement abstraite pour beaucoup de lecteurs, mais il existe un risque réel à terme de voir la balance pencher progressivement dans la seule direction. Et dans ce cas, il est probable que je me retourne moi naturellement davantage vers des œuvres publiées en dehors de l'empire Bolloré. Il reste néanmoins une question importante dans le cas de Grasset. Beaucoup des auteurs qui ont quitté aujourd'hui la maison sont des auteurs à succès, et il ne fait guère de doute qu'ils trouveront rapidement une nouvelle maison d'édition. Mais il existe aussi un risque que certains se retrouvent un petit peu sur le carreau. On l'a dit tout à l'heure, le marché du livre
est compliqué, il est en difficulté, il y a une surproduction et c'est particulièrement concurrentiel, donc on ne sait pas si tout le monde va retrouver facilement une place dans le monde des auteurs. Et puis par ailleurs, même si ces auteurs ont quitté leur maison d'édition, ils laissent derrière eux les œuvres qui restent liées à leur ancienne maison d'édition. Sauf accord particulier, ils ne peuvent pas généralement partir avec leurs romans sous le bras pour les republier immédiatement chez un autre éditeur. Alors, l'histoire n'est pas finie, on verra comment la situation va évoluer dans les années à venir. On pourrait imaginer que Grasset fasse payer à un certain nombre d'auteurs leur départ en réduisant leur visibilité dans son catalogue des titres qu'ils possèdent encore, en laissant certaines œuvres devenir indisponibles ou en limitant leur promotion, et à l'inverse, la maison pourrait continuer à tirer profit d'œuvres dont les auteurs sont pourtant en profond désaccord avec la direction actuelle. Bref, ça m'a quand même l'air d'un vrai casse-tête, et je pense qu'on n'a pas fini d'en parler. Quel est ton avis là-dessus ? Bah, tu sais que moi, avant de devenir membre de la Soufrière et de recevoir des photos d'autobiographie de Patoche, grand moment de ma vie, c'est un tournant dans ma carrière. Je remercie mes amis, ma famille, évidemment. Bien, figure-toi que j'ai fait de l'économie et du droit. Ah. Et il y a quelque chose qui me titillait, et comme on est un peu crevé, parce que, autant vous le dire, les auditoristes, il y a des fois où on n'est pas au top de notre forme quand on fait les petites allumettes. Hein. Et là... J'ai dit des bêtises. Non, c'est pas une question que tu as dit des bêtises, c'est-à-dire que d'habitude, on a tendance, quand on prépare nos trucs, à avoir un répondant avant, sauf que là, on ne s'est pas relu mutuellement. De nos propres aveux avant enregistrement d'ailleurs. Et figure-toi qu'il y a quelque chose qui me titille depuis ton début, là, et ça s'appelle le droit européen. En droit communautaire, l'article 82 du traité instituant de la Communauté européenne, en son alinéa 1er, fonde la sanction de l'abus de position dominante, qui est incompatible avec le marché commun et interdit dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté. Le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci. Et tu dis, oui, mais quand même, le droit européen, il est un peu barbant, et puis il faut du temps pour l'appliquer, tout ça. Sauf que, figure-toi que dans le droit français, on répète cette prohibition dans l'article L410-2 du Code du commerce, mais permet quand même, selon l'article L420-4, d'y échapper quand les pratiques anticoncurrentielles résultent d'une loi ou d'un texte réglement l'application de cette loi, Pour te la faire courte, plutôt que de pointer le marché de l'occasion, il y a un certain président qui pourrait entamer des mesures contrant la domination d'un certain monsieur Bolloré. Il y a encore des concurrents dans le monde de l'édition, il n'est pas tout Oui, seul. mais là on est clairement dans un abus de position dominante. D'après nous, oui. Il suffit juste de calculer en termes de pourcentage. Mais on a le même problème avec Amazon, hein. Et donc Rakuten. C'est-à-dire que là, depuis une dizaine d'années, on est clairement sur... là, je vous le répète, hein, je vous rappelle mes anciens cours d'éco, on est clairement sur la main visible d'Adam Smith. Hein. En gros, on va laisser faire et puis on voit ce qui se passe. Sauf que quand l'État n'intervient pas sur les lois du marché, malheureusement, c'est ce qui se produit. C'est-à-dire que tu as des groupes qui vont prendre trop de place et donc qui ne pourront pas permettre à d'autres entreprises de pouvoir prospérer. Est-ce que c'est bien ou mal ? J'en sais rien, mais quand ça conduit à un monopole, celui qui sera toujours perdant, c'est le consommateur. Ah ça c'est sûr. Après, dans le cas de Bolloré est intéressant parce que je ne sais pas s'il est vraiment en position de monopole et dominante sur, par exemple, sur le secteur du livre ou sur le secteur de la télévision. Non, il a son groupe, Oui. mais il y a quand même beaucoup de chaînes alternatives. Mais ce qui est dangereux, entre guillemets, avec lui, c'est c'est un petit peu une pieuvre tentaculaire qui touche à tous les domaines qui sont
de l'ordre culturel, de l'information, et oui, et du cinéma, et du livre. Oui, donc tous les aspects de la culture. Mais du coup, je ne sais pas si légalement, ça fait de lui quelqu'un en situation de monopole sur un secteur. Non, mais Sur le cinéma, ça commence à se discuter aussi, Ouais. parce que Canal+, est aujourd'hui quand même le premier financeur des films via le CNC en France. Mais on reste, C'est le plus gros on reste en contributeur. position dominante. T'as pas besoin d'avoir un monopole, t'as besoin d'avoir une position dominante. Non, c'est sûr. En fait, moi, ce qui me dérange, c'est qu'à la base, j'étais pas parti pour faire une tribune anti-Vincent Bolloré. Non. Moi, je voulais juste parler du problème de chez Grasset, et en tirant le fil, c'est là que je m'aperçois que... Enfin, bon, j'en avais quand même déjà légèrement conscience, mais pas à ce point-là, de tout ce qui a été démantelé juste parce que un homme voulait ou ne voulait pas entendre certaines Ouais. choses, et voulait en entendre plus certaines autres que d'autres. Et moi, c'est vraiment ça qui me fait peur, c'est Et c'est ça, que va-t-il parce devenir que de la diversité du point de vue. c'est quelque part, c'est qu'on va toucher atteinte à ce qu'on appelle la liberté d'expression. Bah oui. Et aujourd'hui, c'est compliqué d'être un éditeur indépendant. Ou alors tu te fais racheter par un gros groupe quelques années après. Ouais, c'est ça. Si tu marches bien. Ou d'être une librairie indépendante aussi. Alors oui, je suis d'accord, il y a aussi le consommateur qui doit choisir ses achats et savoir où il les achète et comment il les achète. Je suis tout à fait d'accord. Mais des fois, t'as pas le choix. Ah bah oui, non, mais c'est Des sûr. fois, t'as pas le choix. J'écoutais un podcast cet après-midi qui parlait justement du point de vue production cinématographique de Canal+, où il disait que pour l'instant, il n'y avait pas eu énormément d'exemples de films sur lesquels il y avait eu des vétos de financement de Canal, sauf 2 films, dont j'ai perdu les titres, vous m'excuserez, mais un qui traitait, je crois, du cas de pédophilie dans l'église, et le deuxième qui parlait de personnes homosexuelles. Ouais. Et là, sur ces 2 points-là, il y avait eu le veto du groupe en disant non, on ne financera pas ces films-là parce que idéologiquement, on n'est pas d'accord avec ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est non. Ça commence petit et je pense C'est qu'on exactement va le aller vers même de plus en débat plus de qu'on ça. avait eu avec Corps à cœur. Oui, C'est exactement le même débat, c'est-à-dire que si tu permets ce genre de petite incartade, eh bien, on prend le doigt, tu offres ton ongle, et ben ce mec va te bouffer le bras. laissez les artistes tranquilles. Laissez les artistes tranquilles et financez-les. Est-ce que ça serait pas une bonne transition pour le dernier point? Allez, vas-y. Et t'as fait une grosse erreur en venant de pavaner chez nous. Je peux voir ce que t'as acheté? Ça ne te regarde pas. Je le tiens. Sors-le de là. Toile de tente, bois de charpente. Voilà qui ferait un joli feu, c'est pas vrai? Oui, surtout qu'il fait un peu friqué. Faut pas jouer avec les allumettes. Alors par contre, sur le dernier point, je ne sais pas si je vais faire l'unanimité. Je vais partir sur un truc, c'est un peu ma marotte, hein. Les gens qui me connaissent vont dire c'est pas vrai, Roland il va encore nous parler de ça. Allez, Mais vas-y. oui, puisque figurez-vous qu'on a appris sur les réseaux sociaux par le principal intéressé lui-même que Bastien Vives, initialement programmé au Festival du Livre de Nice, ne viendrait finalement pas. Puisque l'auteur de bande dessinée, qui pourtant faisait partie de la programmation officielle, et avait même annoncé sur ses réseaux et avait été annoncé sur les programmes du festival qu'il viendrait, ne viendra pas. Changement de programme. Et on apprend que l'enfant terrible de la bande dessinée française est finalement déclaré indésirable au festival. Alors que s'est-il passé ? D'après l'auteur qui s'en est expliqué, le festival lui aurait tout simplement indiqué que certaines autrices ne viendraient pas si Bastien Vives était maintenu dans la programmation. Alors, je te dirais de base, pourquoi pas. Chacun est libre en son âme et conscience de participer ou non à un événement selon ses convictions, ses engagements, son humeur ou toute autre raison. D'après l'auteur toujours, le festival aurait reçu un coup de pression. Comprenez, si Vives est maintenu, cela va créer du désordre, de la polémique, du soufre, comme cela avait été le cas à Angoulême. Et face à cette pression, le festival, qui pensait pourtant initialement que Vives aurait fait une belle tête d'affiche et que son travail méritait d'être présenté, a préféré déprogrammer un auteur. Alors pourquoi? Qui s'est plaint? Quelle autrice? Quel éditeur? On ne sait pas. Pas de débat possible, pas de table ronde, pourtant cela aurait été pourtant très intéressant. Pourquoi pas? Tiens, une conférence qui réunit plusieurs auteurs, avec chacun leur point de vue, leur sensibilité, mais non, le débat ne semble même pas envisageable. Ici, la question n'est même pas de savoir si on aime ou on n'aime pas Bastien Vives, à la limite c'est une question secondaire. Chacun est libre, en son âme et conscience, de venir ou non à un festival, selon son libre arbitre. Non, ce qui est grave ici, et ce que je veux pointer du doigt, c'est qu'on se rend compte que dans notre société qui est de plus en plus clivée, il devient difficile de représenter toutes les sensibilités. On peut être pour, on peut être contre, mais il n'y a plus vraiment de nuances possibles. Et c'est ce que je déplore.
Ce que je déplore, c'est qu'il a suffi qu'une personne, dont on connaît même pas l'identité, appelle l'organisation du festival pour dire que certains choix ne lui convenaient pas et réussissent à faire modifier une programmation, à mettre sur la touche un artiste, un auteur, simplement parce que son travail ne lui convient pas. Comprenez bien que le festival était totalement en droit de ne pas programmer Bastien Vivès dès le départ, mais à partir du moment où il fait partie de la programmation, le supprimer sans cause apparente, simplement par peur de problèmes ou de polémiques à venir, ça ressemble à un renoncement. Je trouve cela triste de voir que l'on puisse sur un simple coup de pression décider que tel auteur a droit ou non d'être présent dans un festival. On pourrait même imaginer qu'un auteur en conflit avec un autre ou qu'un éditeur qui souhaite affaiblir un concurrent prenne simplement son téléphone pour demander le retrait de tel ou tel auteur sous prétexte qu'il existerait un risque de polémique. Alors pour rappel concernant quand même ce qui est reproché à Bastien Vivès, on n'est pas du tout sur quelque chose du style Bertrand Cantat, Patrick Bruel ou Gérard Depardieu. Ici on a un artiste qui est attaqué pour son œuvre artistique et dont toutes les procédures judiciaires ont tourné en sa faveur ou n'ont pas abouti. Pour conclure sur cette affaire et résumer un petit peu ma pensée, je trouve désolant qu'une poignée de personnes ayant une forte capacité de nuisance empêche chacun de faire son propre choix en son âme et conscience d'aller ou non voir un artiste en festival, acheter ou non ses œuvres. Moi je suis un grand garçon, j'ai pas besoin qu'on me chaperonne pour me dire si j'ai le droit de lire, d'acheter, de collectionner, de posséder ou de partager le travail d'un artiste. On a parfaitement le droit d'en parler si on n'est pas d'accord, et on le fait régulièrement nous, mais je déteste que l'on prive un auteur quel qu'il soit de la possibilité de proposer son travail. Le lecteur doit, à mon sens, être le seul juge, alors bien évidemment dans les limites fixées par la loi, mais priver les gens d'accès à des œuvres, c'est une forme de censure, et la censure, c'est dangereux. Car aujourd'hui, on parle du cas Vivès, qui est un personnage clivant, quand même, on va pas se le cacher. Mais demain, ça pourrait être un artiste avec une autre sensibilité qui serait mis au banc, parce qu'il serait jugé trop à gauche, trop à droite, trop noir, passer ceci, passer cela. Et à partir du moment où on commence à décider quel artiste a le droit d'exister publiquement selon ses sensibilités du moment, alors plus personne n'est réellement à l'abri. D'ailleurs, on a pu le voir récemment. Moi, en novembre 2025, je m'étais ému de l'expulsion à son arrivée en France de la jeune autrice italienne Elena Mistrello, qui avait été invitée au festival de Colomiers. Alors ici, c'était sans doute ses engagements par rapport à la cause palestinienne qui avaient poussé les autorités françaises à l'expulser à son arrivée afin d'éviter, encore une fois, une possible polémique. Et là, les personnes qui fustigent Vivès ont été les premiers à dénoncer, à raison bien sûr, cette expulsion. Oui, mais voilà, la censure, ce n'est pas un sens unique. Et concernant Vivès, on est quand même dans une situation un petit peu ubuesque où il est reconnu comme un auteur les plus talentueux de sa génération, il est invité dans les plus grands festivals, en Italie, en Espagne, sans que cela provoque la moindre polémique. Il peut aller signer des dédicaces à côté des plus grands, et ça pose pas de problème. Alors que dans son propre pays, il est considéré comme persona non grata par une poignée de gens qui, au fond, n'aiment pas la culture ni le débat. Voilà ce que je voulais en dire. Oui. Je t'écoute, Corée. Alors... On n'est peut-être pas d'accord sur le sujet. Qu'est-ce que je pense de Bastien Vivès ? Moi, je le lis pas, donc en vrai, c'est ce que je veux dire. T'as le droit, il n'y a pas de souci. Et voilà. Non, mais j'ai pas d'avis parce que j'ai pas de connaissance sur Bastien Vivès. Je reconnais le nom quand je l'entends, hein, mais voilà. Je n'ai pas de choses. Je sais pas, j'ai pas d'avis dessus parce que ce monsieur n'a manifestement pas agressé de femmes, il n'a pas agressé d'enfants. Pourquoi il fait ça sur ses BD ? J'en sais rien, je suis pas dans sa tête. Est-ce que ça mérite d'être vendu ou pas ? J'en sais rien. On vend plein de livres d'extrême droite. Dans quel monde on vit ? Vous les mettez en haut de la bibliothèque, derrière la première rangée de livres. Cachette que tous les gamins connaissent. Je te sens pas à l'aise avec ce point-là. Non, c'est pas une question de pas à l'aise, c'est que je comprends pas. C'est pour ça que je te demandais, est-ce que le monsieur est-ce qu'il y a eu au moins des rumeurs, quelque chose qui fait qu'il ait agressé des femmes et des enfants ? Tu vois, là, ça aurait été brûlez-le. Enfin, brûlez-le, non, pas en vrai, hein, mais t'as compris, effacez-le. Là, il fait son truc, je suis pas d'accord avec ce qu'il fait. Pour moi, ça s'appelle la liberté d'expression. Je peux pas être toujours d'accord avec ce qui est exprimé, on est d'accord, mais voilà, est-ce que ce monsieur, on oblige les éditeurs à l'éditer, genre un groupuscule, tu vois, enfin bon, non mais je remonte le fil, hein, parce que on repart sur l'abus de position dominante.
Aujourd'hui, c'est un auteur qui est publié chez Casterman, qui est publié chez Glénat, qui est publié chez Les Requins-Marteaux, donc il a une multitude d'éditeurs. On met pas le couteau sous la gorge aux éditeurs pour qu'ils... Non, mais voilà, donc les éditeurs l'éditent, tu vois. Bien sûr. Voilà, bon. On a déjà eu ce débat avec Corey Hacker. Oui, c'est ça. C'est exactement le même problème qu'avec Coracker, c'est-à-dire que si tu autorises qu'on ne permette pas à cet auteur d'être publié, alors que je suis pas d'accord avec ce qu'il publie, non, avec ce qu'il écrit, viscéralement. Après, peut-être que les dessins, ils sont jolis, j'en sais rien, mais voilà. Je ne le lis pas, donc pour moi, ça a résolu mon problème personnel. Après, moi, ce qui me dérange, c'est que si on filtre par rapport à quelque chose qui n'est pas... Est-ce qu'il a mis des trigger warnings ? On remet en contexte. Recontextualisons un petit peu. Aujourd'hui, ce qu'on reproche à Bastien Vives, c'est la production de 3 BD typés pour adultes, qui ont été publiés chez Glénat et au Requin-Marteau, qui sont donc vendus comme étant des BD sous blister pour adultes et pas à mettre dans toutes les mains. Donc donc il y a des trigger warnings, enfin l'équivalent BD. Ouais. Bah, après, les trigger warnings... est-ce qu'il y a des trigger warnings ? Tu me poses une colle. Dans la BD de chez Glénat, il y a une belle préface de Céline Tran qui explique un petit peu de quoi il va en retourner, qui présente l'œuvre, donc je te dirais que oui. Et après, sur le reste, on est chez un éditeur qui fait du cul, donc les Requins-Marteaux, c'est l'éditeur. C'est la collection BDQ, donc ça porte son nom, quoi. Donc... C'est l'éditeur qui est le trigger warning, ok. D'accord, bah écoute, foncièrement, voilà, froidement, j'ai envie de te dire, le monsieur, il a fait de mal à personne physiquement. Il n'a rien fait de contrevenant à la loi. Manifestement, il y a des trigger warnings. Je suis vraiment pas d'accord avec, a priori, d'après ce qu'on m'en dit sur les dessins qu'il a produits. Ok, je ne veux pas qu'on censure quelqu'un juste pour sa production, parce que je connais les dérives, et là on peut remonter au sujet précédent. Je connais les dérives que cela peut emprisonner, donc je suis prête à dire, bah non, laissez-le vivre. Vives, bon, voilà, c'est ça. Bah j'ai rien contre le fait qu'il soit allé à un festival. Bon, après, est-ce que j'y serais allée pour aller voir lui ? Non, mais en même temps, je vais jamais à des festivals de BD. Je pense qu'il y a d'autres auteurs un peu plus problématiques en BD qui, eux, ne devraient plus entrer en festival. Bon, après, peut-être que dans 2 semaines, je vais trouver un super bail et là, je vais revenir en disant « Non, c'est dégueulasse !» Tu m'as pas tout dit, Aurore. Tu m'as pas tout dit. Tu m'as menti. Voilà. Après, s'il y a des autrices qui veulent pas y aller, bah, ils y vont pas. Ok. Mais ce qui est bien, c'est que l'actualité nous donne plein de raisons de réfléchir à notre... à la droiture de nos convictions, tu vois. Pourquoi je suis un petit peu à fleur de peau sur ces sujets-là ? Je pense que c'est lié aux attentats de Charlie. Quand on commence à tirer à boulet rouge sur un auteur pour sa production artistique, moi j'ai toujours en tête et dans le viseur les attentats de Charlie. Pourquoi ces gens sont morts ? Ils sont morts parce qu'ils ont fait des dessins, ils ont été menacés parce qu'ils ont fait des dessins qui ne plaisaient pas à certains. Et c'est en ça que je défends, entre guillemets, mais peu importe si j'aime ou si j'aime pas, et peu importe si c'est Vives ou si c'est pas Vives, mais je vais toujours défendre un artiste pour son dessin, pour sa production, encore une fois, toujours dans le cadre de la loi, mais à partir du moment où c'est juste un artiste qui exprime ce qu'il a envie d'exprimer, il n'a pas à être menacé, il n'a pas à être interdit, et il n'a pas à mourir pour son œuvre, quoi. Et c'est, je pense, pour ça que je défends non, mais j'entends. peut-être quelqu'un qui n'est peut-être pas très défendable, et peut-être que dans la vraie vie, c'est pas un gars sympa, et peut-être, j'en sais rien. En fait, je ne peux pas me taire quand je vois, à chaque fois, tout ce qu'il veut, c'est juste faire son métier d'artiste, et qu'il en est empêché. Non, mais j'entends vraiment. Et c'est pour ça que je te donne mes points de raisonnement pour... pas parce que je suis mal à l'aise, c'est parce que je te réfléchis en même temps. Actuellement, il faut faire très très attention à la liberté d'expression, à la liberté de diffusion, et on a eu 2 sujets pour ça ce soir qui traitent dessus quand même, et c'est ça qui me fait peur en fait. C'est pas Bastien Vives qui fasse des BD, et je les achèterai pas.
Voilà. Voilà, très bien. Je préférais par exemple que des auteurs ou des auteurs qui ont vraiment abusé de leur position envers des autrices ou quoi qu'est-ce, ou des gens vraiment toxiques, là qu'on leur ferme des portes de festival, tu vois. Pareil pour des chanteurs, des acteurs, ce que tu veux. Là je me battrais plus. Voilà. Merci Corée pour ton avis. Pareil pour toutes personnes qui ne sont pas d'accord avec cet avis-là, et je l'entends, parce que je vous dis, je suis obligée de poser une réflexion froide dessus pour vous donner un avis. Je suis totalement OK pour recevoir vos autres arguments, parce que, comme dans Corps à Cœur, on en a eu et c'était très bien, et vous avez été tous adorables et pipous quand vous nous avez dit que vos divergences d'opinion là-dessus, et voilà. Et c'est pour ça que j'explique aussi mon raisonnement, dans le sens où, voilà les différents points. Je préfère qu'on se batte sur des personnes qui ne peuvent pas être condamnées parce que la justice est mal faite. Voilà. On n'a pas encore eu ce débat, peut-être qu'on l'aura un jour sur d'autres émissions de l'homme de l'artiste, séparer l'homme de l'artiste. J'attends ce débat. Je pense qu'un jour, même si le débat, le but de la soufrière, c'est pas de parler de gens polémiques, mais c'est de parler d'œuvres polémiques. Mais je pense qu'un jour, on finira bien par tomber sur une œuvre polémique d'un mec polémique, quoi. Et là, ça va être intéressant. Alors, je vais te donner une définition que j'ai donnée à mes gosses, parce qu'on a eu déjà ce débat, en très rapide, hein, et après on le développera sur l'émission adéquate. La question est, est-ce que cette personne est vivante ou morte ? Ah, ça change tout pour toi. Oui, parce que où va l'argent ? Ah, ok. C'est juste une question de tunasse, alors, toi. C'est pas une question de tunasse. C'est une question de l'utilisation de la tunasse. Un certain Lovecraft, par exemple, que tout le monde encense ou désencense selon ses trucs, parce qu'il a des positions d'extrême droite dégueulasses, qu'il est revenu après. Mais bon, c'est compliqué Lovecraft, mais tu peux être d'accord que tout le monde va encenser son œuvre. D'accord ? Tout le monde va séparer plus ou moins l'homme de l'artiste. Ça ne me dérange pas d'avoir chez moi une intégrale de Lovecraft parce que c'est un auteur majeur. Ok ? J.K. Rowling, je financerai pas ses trucs parce que je sais dans quoi elle va mettre l'argent. Ok. Tu vois ? Je comprends. Tu vois le raisonnement. Après, si vous voulez, éclatez-vous à lire du J.K. Rowling. C'est pas moi qui vais vous juger. Je l'ai lu du J.K. Rowling, tu vois, et ça m'a bien saoulé. Hein. Achetez d'occasion. En vrai, achetez d'occasion. Achetez d'occasion, piratez, faites ce que vous voulez. T'imagines, demain, il y a une taxe sur les livres d'occasion, elle va retoucher de la tunasse sur les Ouais, livres bah d'occasion. ça c'est non, c'est un non. Voilà l'argument qu'il nous fallait, tu vois, on l'a oublié cet argument. Ne donnez pas d'argent à J.K. Rowling, donc à partir de là, ne mettez pas de taxe sur les livres d'occasion. Et voilà. Et quand bien même, tu vois, quelqu'un comme Lovecraft qui a eu ce point de vue, des personnes de couleur ont repris et ont remanié l'œuvre de Lovecraft et se sont là réappropriés. Ça, c'est génial. Donc, d'où mon débat de est-ce qu'il est vivant ou est-ce qu'il est mort ? On en débattra sur une prochaine thématique. Voilà, et j'aime beaucoup parler d'éthique et de morale avec toi. Le dernier podcast de philosophie, la soufrière, bonjour. Bon, vous avez pu constater, chers auditeurs, que l'actualité était quand même chargée. Et encore, Oui. On n'a pas parlé de De plein tout, d'autres petits on trucs avait aussi. plein de trucs. J'aurais juste terminé l'émission. Alors, je voulais le dire en début, j'ai oublié. Une petite note un peu triste quand même, puisque là, on enregistre le 4 juin et on a appris aujourd'hui le décès d'une autrice de bande dessinée. On a appris le décès de Marjane Satrapi, notamment qui avait fait Persépolis. Alors, j'ai pas lu Persépolis, par contre, moi, j'ai connu Persépolis par le dessin animé et je trouve ce film incroyable et pour moi, c'est presque un film d'utilité publique. Oui. Et ça m'a très peiné sa disparition. Donc, je pense qu'elle manquera dans le paysage du cinéma et de la bande dessinée. Je sais pas si tu en avais un petit peu lu, toi, de cette autrice. Non, mais j'ai fait comme toi, en fait, j'ai découvert Persépolis, je l'ai pas lu, je l'ai vu. Et je pense que cette personne, justement, avait beaucoup apporté dans le monde de la création, et c'est vraiment triste qu'elle soit partie. Bon, et Corée, écoute, merci d'être venu parler actualité pour ce nouvel épisode des Petites Allumettes, la Gazette du Soufre. Un épisode court, mais en fait...
Bon, toujours été les amis qu'on va se retrouver dans un mois pour parler d'un autre gros dossier que Corée a choisi. Donc on vous dit toujours pas ce que c'est, mais voilà, sachez que c'est une autrice. La première fois qu'on aura une autrice dans la soufrière en guise de gros dossier, qu'on y travaille ardemment, que le livre est lu, que les adaptations télé, en tout cas celles que j'avais sous la main, ont été vues aussi. On avance bien. Je pense qu'on va pas forcément être d'accord sur l'heure. Ça va être rigolo d'échanger ensemble. Je pense que Corée a voulu me faire du mal, mais bon, c'est pas grave. Oui, clairement. Mais je t'ai vengé puisque j'ai choisi une biographie thématique. Donc je vais autant galérer que toi. Ne t'inquiète pas. Allez, ça marche. Bon, bah écoutez, à bientôt. Bye bye, bonne soirée. Bye bye. Chez Galaxy Pop, on n'a qu'une seule envie, c'est de partager. Être écouté, mais pas consommé. Alors, fais-nous des retours. Galaxy Pop, viens, on va bien s'entendre. Dis Dani, viens, on va bien s'entendre. Ça fait pas un peu pub pour des aides auditives ? Enfin, moi je dis ça, je dis rien.